le dialogue social d'Al-Azhar. Rappelons juste que Al-Azhar a lancé le 28 novembre les activités du dialogue national pour tracer une vision nationale représentant une stratégie complète pour enraciner les principes de la loyauté des mœurs entre les jeunes. Les sessions du dialogue national visant à corriger l'image de l'islam. Les rencontres ont eu lieu pendant une semaine dans plusieurs gouvernorats. Pour parler de ce dialogue, des participants et des activités, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Dr Kamel Gadallah, professeur à l'université d'Al-Azhar. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, docteur Kamel, parlez-nous plus de cette initiative et des raisons de lancer cette initiative. Oui, en fait, cette initiative vient dans le cadre des activités de l'Azhar pour réactualiser et renouveler les modalités de travail religieux, d'essayer de plus en plus de rapprocher la religion à l'activité de la vie quotidienne, de ne pas laisser, par exemple, les ulamas dans des tours d'ivoire, comme on dit toujours, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés sur leur bureau et ils rédigent, oui, des choses peut-être très très utiles, mais qui ne touchent pas effectivement les problèmes de la société. Donc l'Azhar a commencé à faire cette dynamisation, si vous voulez, de l'activité religieuse par s'approcher de jeunes et des questions épineuses de la société. Raison pour laquelle il a pris l'initiative, peut-être que ce sera dans peut-être tout le gouvernorat littoraux. Et on a commencé par le gouvernorat d'Assiout. Et on a réuni les jeunes pour les écouter premièrement, en fait. Ce n'est pas pour les réciter quelque chose parce que on en a commencé à terminer avec cette stratégie quasiment archaïque, c'est-à-dire de lancer toujours des ordres et des exhortations et dire il faut faire, il ne faut pas faire. Mais avant tout, on a commencé à écouter les jeunes, de quoi ils souffrent, quels sont les problèmes qui pourraient leur exposer dans la vie, soit par exemple ce qui concerne la vie religieuse et même la vie sédentaire, citadine, comme par exemple le problème, si vous voulez, de mariage, par exemple d'hébergement et de travail aussi, de chômage, et comment l'islam pourrait trouver des résolutions et des solutions aussi à de tels problèmes. Donc c'est une initiative, je crois, tout à fait courageuse à la fois et optimale, à condition qu'on cherche toujours des spécialistes de plusieurs disciplines. Ce n'est pas seulement la religion, parce que, par exemple, nous avons ici une lacune tout à fait grave en ce qui concerne l'enseignement de la religion. Soit, par exemple, pour la religion musulmane, soit pour même le catholicisme et l'orthodoxie et tout. C'est quoi? C'est qu'on enseigne la religion d'une façon tout à fait pure, c'est-à-dire sans égard pour les autres disciplines. Alors qu'en Europe, par exemple, il y a la religion et la para-religion. La para-religion, c'est-à-dire des telles sciences qui pourraient asservir la religion, si vous voulez, comme par exemple la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, c'est-à-dire les autres sciences qui pourraient, même l'histoire aussi, pour que le message religieux soit bien tout à fait convaincant, en fait. Donc, il faut que l'Azhar charge non seulement des ulamas, c'est-à-dire des ulamas traditionnels de religion, mais il faut aussi, en fait, charger d'autres spécialistes dans plusieurs domaines, et aussi, il faut qu'il aille un tel réseau, en fait, tout à fait collectif entre l'Azhar et les autres organes sociaux, parce qu'il y a plusieurs centres de recherche qui ont déjà effectué des études concernant la jeunesse et ses problèmes et tout cela. Donc, il faut qu'on travaille dans une équipe. C'est ça sur quoi je mets l'accent. Docteur Kamel, si on parle d'un exemple sur le terrain, si on parle par exemple du rôle de la femme dans la société musulmane et la société égyptienne, et cette comparaison qui nous fait voir par exemple que pendant l'ère du calife Omar ibn Khattab, il y avait la maîtresse du marché, c'était une femme, c'était à la place à présent du ministre du Commerce. C'était une femme, ce n'était pas un homme. Alors, la femme était égale à l'homme, la femme était
prenaient des fonctions et travaillaient même au sein de l'islam. À part cela, si on parle à présent des préjugés qui sont dans la société égyptienne, ces préjugés vraiment ont besoin d'être ratifiés à travers ce dialogue. Parlez-nous du rôle de l'Azhar là-dedans. Oui, bon, donc cela m'évoque une petite histoire. Un des responsables de musulmans en France, qui est responsable de la Fédération des musulmans de France et qui était aussi hôte à la télé égyptienne. Donc je parlais avec le responsable ici pour l'accueillir parce que c'est une personnalité tout à fait en fait prestigieuse. Oui. Elle m'a envoyé des questions relatives à de telles questions. Par exemple, quelle est la position de la femme au sein de l'islam? Je lui ai répondu que la position de la femme est tout à fait égale à celle de l'homme. En ce qui concerne, par exemple, la responsabilité, la liberté et tout ce qui pourrait incomber à l'homme, elle pourrait incomber également à la femme, mais tout simplement en prenant en considération la nature de la femme. C'est-à-dire s'il y a quelque chose de très dur, par exemple, à faire, donc il convient plutôt à l'homme qu'à la femme. S'il y a, par exemple, quelque chose qui concerne les enfants, donc les enfants, c'est la femme qui est plus proche de ses enfants que l'homme. Oui. Non, c'est par nature, en fait, c'est par instinct. Donc, raison pour laquelle les enfants sont très attachés à leur mère plutôt qu'à leur père. Donc, ce sont des choses, en fait, tout à fait naturelles. Donc, hormis ce qui est instinctif, la femme et l'homme sont égaux. C'est d'une part. D'autre part, elle m'a posé une question, par exemple, sur le fait que la femme vote aux élections. Je lui dis, c'est de son droit de voter, et par conséquent, elle a le droit de voter, elle a le droit d'être candidate, et d'être aussi, par exemple, élue. Donc, parce que c'est l'origine et c'est les branches. Donc, si vous admettez, par exemple, qu'elle a le droit de vote, alors, donc, il faut admettre qu'elle a le droit d'être candidate et d'être élue par conséquent. Troisièmement, par exemple, on m'a posé une question sur le fait que la femme devient mufti, par exemple. Je lui dis, est-ce que la femme a droit d'apprendre les sciences religieuses? Elle m'a dit oui. Je lui dis donc, apprendre les sciences religieuses pour faire quoi? Donc, pour aussi donner des avis religieux. Oui, donc, si on lui admet, par exemple, de prendre les sciences religieuses, donc, c'est de son droit aussi, par exemple, d'exprimer les avis religieux autant que l'homme le fait, en fait. Oui. Et par conséquent, est-ce qu'elle pourrait être juge? Donc, la divergence jurisprudentielle, par exemple, nous met devant une réalité tout à fait éclatante. Réalité concernant quoi? Concernant le fait qu'il n'y a pas de consensus sur le fait que la femme n'est pas apte à devenir juge. Oui. Il y a toujours une divergence. Donc, cette divergence, il y a une règle de base dans la jurisprudence islamique qui dit, lorsqu'il s'agit de deux preuves contradictoires, donc le dos se font tomber. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de dire que cette preuve est acceptée absolument et l'autre est à rejeter absolument, parce qu'elles sont contradictoires. Oui. Donc, il y a des avis qui disent qu'elle pourrait être juge, surtout par exemple dans les choses qui concernent les femmes. Il y a d'autres qui disent qu'il ne faut pas qu'il devienne juge. Donc, mais en fait, lorsqu'il apprend soigneusement les sciences religieuses et les sciences juridiques, pourquoi pas de devenir un juge? Donc, on est tout à fait d'accord sur le fait que la femme a droit de remplir tous les postes, y compris président de la République. Je vous dis pourquoi. Parce que lorsque le jurisconsulte avait jugé que la femme n'est pas apte à devenir le chef d'État, on considérait le chef d'État comme le prince de croyant, Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire qu'il faisait la prière et qu'il dirige la prière en groupe. Oui. Mais maintenant, ce n'est plus Amir al-Mu'minin. C'est un président qui a des fonctions, il y a des restrictions aussi sur sa fonction, qui est toujours assisté par le Parlement, par le ministère. Donc, c'est juste un poste prestigieux, c'est tout. Donc, il est à fournir aussi bien à l'homme qu'à la femme. Donc, selon les règles de l'islam, là. Selon les règles de l'islam, normalement. Nous avons besoin d'élucider, parce qu'il y a plein de préjugés dans la société égyptienne. On parle de la femme qui est, je dirais, quelqu'un à part, pas à moitié part entière. Oui, c'est un patrimoine tribal, si vous voulez. Oui. Ce n'est pas un patrimoine islamique. Oui, certainement. C'est un patrimoine tribal qui considère la femme, par exemple, comme harim, c'est-à-dire sacralisé, n'est pas à sortir de sa maison. Pas à part entière, pas tel que l'homme dans sa décision. Pas tel que l'homme, mais en fait, oui, c'est un défaut tout à fait grave. Oui, parce que la femme, par exemple, même si vous optez, par exemple, pour une épouse, ou bien une future épouse qui ne travaille pas, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez
une jeune fille diplômée. Mais pourquoi diplômée? Alors que vous préférez qu'elle ne travaille pas, parce que vous êtes très bien conscient que c'est la femme diplômée, instruite, qui est capable de bien éduquer ses enfants. Oui, donc, pourquoi, par exemple, priver la société des efforts de cette femme tout à fait dynamique et active? Il pourrait réussir avec ses enfants, elle pourrait aussi réussir avec les enfants des autres en tant qu'enseignante, par exemple. Oui. Elle est très très bien calée en médecine, donc elle pourrait aussi soigner les autres. Oui. Donc, elle est, par exemple, experte en comptabilité, elle pourrait être un comptable très haut de gamme. Elle pourrait même être, par exemple, un président d'une banque, bien d'une succursale de banque. Donc, pourquoi priver la société de la moitié de sa force, ou bien de sa main d'œuvre, de sa force travailleuse? Donc, il n'y a pas de raison. Et au cas où elle sera opprimée, elle va répandre un air négatif, je dirais, dans la société tout entière. Oui, normalement. Si elle est opprimée. Parce que maintenant, notre elle est la femme, elle est la mère, elle est l'enfant. Oui, notre problème, quoi, maintenant, bien, notre bataille maintenant, c'est contre quoi? C'est contre l'ignorance. Par exemple, le succès que se sont extrémisés et se sont rangés à Daesh, par exemple. Ils sont rangés ce n'est pas par stupidité, mais par ignorance. Ignorance de l'islam, ils ne connaissent pas la religion. De l'islam. Donc, c'est dans l'intérêt de qui, par exemple, de répondre à l'ignorance dans la société, de répondre à l'inertie des femmes, ou bien, par exemple, de désactiver la moitié de la société. Ce sera en faveur de quoi? En faveur de mauvaises interprétations qui n'ont rien à voir. Parce qu'autant de prophètes même, il y avait, par exemple, des femmes qui transmettaient le hadith, le prophète, les informations traditionnelles, nous avons Aïcha, Salama, Salim, donc plusieurs exemples. Et il y avait aussi des femmes qui étaient infirmières dans l'armée musulmane, c'est-à-dire qui soignaient les blessés et qui, par exemple, même qui mettaient, par exemple, des pansements et tout cela, donc qui s'approchaient des hommes pour les soigner. Oui. Donc, vous aviez aussi, par exemple, des femmes qui étaient tout à fait savantes, comme la dame Nafis al-Ulum, qui était l'institutrice de qui? De l'imam Shafi'i. Oui, mais moi je vous dirais, en tant que femme, docteur Kamal Godara, pourquoi le Azhar, qui estime autant la femme, n'a pas recours à la femme du tout dans ses institutions? Par exemple, vous avez des hommes, vous avez toujours des hommes qui font les prêches dans les mosquées, et même quand ce sont des femmes qui vont prier, elles écoutent les hommes aussi. Ah oui, mais en fait... Même dans vos voyages, là, vous n'êtes pas accompagné de femmes? Oui, ça a un peu... Pourquoi? Oui, ça a un peu changé. Je vous donne des exemples. Par exemple, il y a des femmes qui prêchent à la mosquée de Nour, à la Abbasiyya, qui font des cours de causerie. Qui font des cours, ça c'est autre chose. Oui. Elles font des cours. Oui, mais comment, par exemple, monter la chair et guider la prière, c'est pas valide. Même pour les femmes? Pour les femmes, c'est autre chose. Mais c'est très rare de tomber sur une mosquée qui est pleinement de femmes. Donc, il y a toujours des femmes et des hommes. Et majorité, en fait, masculine. Donc, c'est l'homme qui dirige la prière. Mais s'il s'agit, par exemple, d'une mosquée ou bien d'une salle de prière qui n'existe que de femmes, donc la femme a droit de guider la prière. Donc, c'est d'après un avis Oui, la femme a le droit de guider la prière, ça on le sait. Pour les femmes. Moi je parle de l'Azhar, moi je parle de l'implication des femmes dans l'Azhar. Pourquoi jusqu'aujourd'hui on n'a pas vu ça? Non, l'Azhar a commencé à composer une délégation pour la représentation de l'Azhar qui regroupe aussi une ou deux femmes pour la première phase. Et ça pourrait augmenter également. Vous avez également... Dans les délégations que vous avez envoyées au gouvernorat, il y avait une représentation féminine? Je crois, ce n'est pas exclu, normalement. Hein. En tout cas, moi, je vous dirais que les jeunes, ce sont des jeunes filles et des jeunes hommes. Oui. Qui ont tous deux des problèmes. Oui. Et parler avec des femmes, peut-être, les aiderait à trouver une solution. Mais en tout cas, moi, je vous dirais une chose. Oui, ces délégations, en fait. voilà, ces délégations que vous envoyez dans les gouvernorats pour étudier les problèmes de la jeunesse, est-ce que vous pensez que ces jeunes, ils parlent de problèmes nouveaux que nous ne connaissons pas? Moi, je vous dirais ce que vous avez dit tout à l'heure, reprenant ce que Voltaire avait dit. Les principaux problèmes qui causent les principaux vices dans la société, ce sont l'ignorance et le besoin. Oui. Est-ce que ces tournées, elles trouvent des remèdes à ces deux causes qui sont les causes principales des vices dans la société? Oui, il faut dire une chose très claire, en fait, claire et nette. En ce qui concerne l'Azhar, c'est une institution tout à fait intellectuelle. C'est-à-dire qu'il pourrait dire que
en vertu des principes de l'islam, on pourrait par exemple faire face au problème de la pauvreté par de tels et tels moyens. Par exemple, pour le problème de chômage, on pourrait prendre de telles et telles mesures. Et pour les célibats, par exemple, on pourrait donc et ainsi de suite. Mais donc, les problèmes ne sont pas nouveaux, docteur Kamel, et les solutions ne sont pas nouvelles non plus. Oui, ce qui nous manque maintenant, c'est des solutions concrètement parlant. Est-ce que l'Azhar, en coordination avec les autres ministères, offre justement ces solutions concrètes aux gens? Oui, il pourrait les offrir, mais à condition d'avoir la volonté politique. Et il ne faut pas oublier que ni l'Azhar ni le centre de recherche n'ont pas, par exemple, le pouvoir de prendre des décisions. Mais est-ce qu'ils travaillent en coordination avec les décideurs politiques? Autrement, l'initiative... Oui, je crois, parce que récemment, le président Sissi est ici, maintenant c'est le grand imam, et on a parlé beaucoup sur la question sociale et tout cela, donc, et il a aussi renouvelé l'appel à réactualiser le discours religieux pour qu'il soit à la hauteur de ce qui se passe actuellement. Je crois que c'est un indice que la présidence, elle pourrait également en fait être à l'écoute des propositions, à condition qu'elles soient des propositions originales comme vous venez de la faire. Surtout. Et concrètes normalement, faisables quand même. Oui, parce qu'avant d'entamer n'importe quel projet, il faut une étude de faisabilité, s'il est faisable ou non. Donc oui, il y a des questions qui sont faisables et il y a d'autres qui ne sont pas faisables. Par exemple, je vous donne un exemple, en ce qui concerne par exemple les intérêts bancaires, quelque chose comme ça, il faut les voir d'une nouvelle optique. Comment, par exemple, si on dit que vous prenez un intérêt usuraire, par exemple, à 8% par an, maintenant l'inflation est d'un taux plus élevé. Donc vous perdez une partie de votre argent en se feignant à prendre un intérêt. Ce n'est pas un intérêt, mais c'est une diminution. Donc, devant, par exemple, cette inflation tout à fait remarquable et cette chute de prix de livres égyptiennes devant le dollar et les autres, donc comment bien voir un tel problème? Il faut le voir d'une nouvelle façon et d'une nouvelle optique. Donc, par exemple, plusieurs autres problèmes qui doivent être étudiés avec une réactualisation qui touche beaucoup des propositions tout à fait concrètes, crédibles, faisables, et avant tout originel. Parce que les traditionnels n'ont pas réussi à rien donner. Parfait. Docteur Kamel, si on parle des activités de ce dialogue social de l'Azhar, est-ce que ce sont des activités qui se répandront sur, par exemple, à l'échelle de 6 mois et se termineront, ou est-ce que ce sont des activités continues? Je crois qu'il y aura des activités continues. Parce que je pense que c'est ça ce qu'on a besoin. Oui, ça sera continu parce qu'en fait, je crois qu'il y a une volonté à la fois de la part de l'Azhar et de la part aussi du pouvoir politique de bien s'entretenir avec le problème de la société et ne pas se contenter, par exemple, de dire tout est parfait, mission accomplie. Non, c'est fini pour cette attitude. Maintenant, il faut confronter effectivement le problème. L'Azhar est très très conscient de cela, aussi bien en Égypte, c'est-à-dire au stade local et au stade mondial. Deuxièmement, la chaîne de l'Azhar, je crois qu'elle sera inaugurée ici prochainement. Et maintenant, la chaîne télévisée. La chaîne télévisée. Et on a déjà en fait créé un centre de traduction au sein de l'Azhar qui sera officiellement inauguré avec la traduction de certains livres, c'est-à-dire avec une production. Donc on va déclarer l'inauguration munie d'une production déjà effective, en fait. Donc, je crois que toutes ces tendances, en fait, montrent que l'Azhar a commencé à se bien réveiller et ce sera un réveil tout à fait continu et constant. Oui, mais je vous dirais pour terminer que ce réveil ne sera pas producteur s'il ne s'allie pas à toutes les forces existantes dans la société, puisque si vous offrez un dialogue à une société qui souffre de pauvreté, qui souffre d'ignorance, qui souffre d'un tas de problèmes, ils ne seront pas à l'écoute. Oui. Pour être à l'écoute, vous devez vraiment les préparer à ce qu'ils soient à l'écoute, et les instruire et les suivre. Et l'éducation, le ministère de l'Éducation, il ne peut pas être absent de cette affaire. Je pense que c'est un ministère clé qui doit vraiment jouer à éduquer et instruire nos enfants selon les principes, je ne vous dirais pas les principes de l'islam,
mais je vous dirais selon les principes de la civilité et de l'humanité. Oui, je crois qu'il y a certaines conditions pour que ce parcours soit tout à fait prospère et réussi. Premièrement, comme vous venez de le dire, il faut très bien préparer le terrain. Deuxièmement, il faut être très convaincant, logique, pour être en mesure de remplacer tous les courants de déviation intellectuelle. Troisièmement, il faut la transparence. Il faut qu'on soit clair, il faut reconnaître le problème et reconnaître qu'il s'agit d'un problème tout à fait épineux qui pourrait nous entraver sur le chemin de progrès. Et quatrièmement, et c'est très très important, il faut très bien se servir de toutes les potentialités à la fois à Al-Azhar et dans tous les autres secteurs de la société pour qu'on puisse en fin de compte travailler comme une équipe. Tout à fait. Dr Kamel Gadal, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et je tiens également à remercier ma collègue Nermine. Merci à toi. Et moi de même, et je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle équipe et une nouvelle édition de Bonjour la Sultane.